Ouais, c'est bon, je suis déjà là, je suis déjà là, je suis déjà là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah. Le rendez-vous tant attendu. Chers amis, chers compatriotes, bonsoir. Bonjour les amoureux du Congo. C'est toujours votre M serviteur Faye Monama, le fils de la promesse, le soldat du peuple. Le vainqueur des défis m'appelait Mame. Vous voyez comment je transpire là? Je viens à peine de rentrer depuis 5 heures. Donc, veuillez m'excuser. Je sais qu'on a eu un retard. Oui, on a eu un sacré retard. L'émission était prévue à 18h30. Il est 18h56. Donc, on a pratiquement 26 minutes de retard. Veuillez m'excuser. Que imprévu. Surtout que c'était une affaire familiale. Donc, j'avais pas d'autre choix. Je sors de loin. J'ai couru pour être présent, pour lancer cette émission tant attendue. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas retarder, on ne va pas vraiment rester dans la musique, comme on a l'habitude de le faire, parce que là, il y a des gens qui nous attendent. Il y a nos amis, le président Destin Gavé du mouvement républicain, okay? L'opposant Destin Gavé du mouvement républicain, qui est notre invité d'honneur. Et on invite à tous les Congolais qui ont des questions. Parce que, chers amis, Togotik a tenté. Voilà, comme je vous dis toujours, cette fois-ci, la jeunesse doit s'appliquer, doit s'investir, doit s'inviter sur leur table, doit s'inviter sur toute décision qui pourrait être pour le Congo. Que ce soit au niveau national comme au niveau international, les Congolais, vous devrez vous inviter. Depuis belle lurette, on a toujours mis cette jeunesse à l'écart. On a toujours mis aussi certaines personnes âgées à l'écart parce qu'ils ont des bonnes idées, parce qu'ils sont tellement brillants qu'on les a mis à côté. Nos papas là, nos mamans là, vous allez nous accompagner, vous allez nous faire du sport, vous allez nous aider avec votre expérience. On a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi, dans notre initiative, on s'est lancé dans Congo Rassemblé. Le Congo Rassemblé, ça c'est le mouvement d'où moi-même, je suis le président. Il y a beaucoup de vote, même ça. Non, l'amitié du président, parce que depuis belle lurette, on a vu que les gens ont voulu marcher sur notre gentillesse, ont voulu marcher sur peut-être la gentillesse des Congolais, parce que les Congolais, tout ce qui est politique, te dira je suis apolitique. Ben, certaines personnes ne comprennent pas que non, leur vie dépend des politiques. Et aujourd'hui, ces politiques les ont démontré de A à Z que leur vie dépendait d'eux. Ok? Même pour respirer, ils vous mettent l'air pollué. Est-ce que vous imaginez? Avec les histoires d'Averda. Donc même votre santé dépend d'eux. Donc j'inviterai tous ceux-là qui ont des questions. Vous pourrez poser des questions sur mon numéro WhatsApp que vous connaissez tous. Plus 33 7 51 14 64 42. Pour ceux-là qui sont au pays, ceux-là qui ne pourront pas monter sur TikTok, qui aimeraient peut-être rester en anonymat, vous pourrez m'appeler sur plus 33 7 51 14 64 42. Ceux qui connaissent mon numéro, mettez-les en commentaire, on va épingler. On ne va pas tarder, comme je l'ai dit. On va inviter notre invité qui est Destin Gavé, il va monter. Et les frères avec qui on a l'habitude de travailler ensemble. Bonjour Noël, bonsoir ma soeur, comment tu vas? Nos frères qui ont l'habitude de poser des questions, la soeur Kento Mundele, je ne sais pas si elle est là, la soeur, le frère, comment il s'appelle, Terre Noire, Chris Bouti que vous connaissez tous, Terre Noire que vous connaissez tous, et il y a un autre invité qui deux fois essaie de un peu ça va te moi mino passi, ils ont l'opposition, ils ont le pouvoir en place. Hier, Zalana parti prêter, il y a bête à tous les deux côtés. Deux fois, je peux que moi, étiquette moko, oh, mon PCT. Parfois, je peux que étiquette moko, il y a opposition. Ce frère-là, que vous connaissez tous, qui s'appelle Blanchard. Ce frère-là, j'aimerais témoigner le travail qu'il a eu à faire quand on était en train de dénoncer sur l'affaire des terres contre le Rwanda.
C'est ce frère qui m'a beaucoup aidé. Il faut savoir reconnaître les gens qui m'ont beaucoup aidé de lire dans le journal dont le ministre Mabiala m'avait envoyé d'aller lire le journal officiel. Ce frère avait pris tout son temps de lire à ma place et de m'appeler pour me faire des synthèses sur ce qui est du journal officiel. Donc ce frère-là, il faut savoir reconnaître des gens. Donc on aura ces trois tendances-là qui vont essayer de poser des questions au président Destin Gavé qui va tout à l'heure monter. Je vais voir les frères s'ils sont déjà là. Ok. Donc j'aimerais pour les Congolais, n'hésitez pas à poser des questions. Ok. Peu importe des questions. Voilà. Maintenant, ce que moi, il y a une question nette. Et même abisso. Et même abisso, il y a distraction, il y a polémique. On fait descendre la personne tout simplement. Pour un premier temps, on ne va pas d'abord faire monter des gens. Pour que les gens comprennent bien, on ne va pas faire monter des gens. On va laisser à nos frères de poser des questions, mais vos questions sont les bienvenues dans les commentaires pour un premier temps. À partir de là, si c'est ma question, on va garder chaleureusement pour notre invité. On va commencer à faire monter des gens qui pourront poser des questions au président Destin Gavé, ok, par rapport à son projet, par rapport à l'idée qu'il a pour le Congo. À partir de là, la balle est ouverte pour tout le monde. Tire comme il le faut, mais dans le respect. Pas dans les insultes en tout cas. Voilà. Donc, on va voir là, le temps que je partage vite fait. Natine de la Bango lien. Merci. Terre Noire est déjà là. Terre Noire est déjà là. Terre Noire sont déjà là. Ok, il y a déjà Terre Noire qui est là. Terre Noire est déjà là. Je vais essayer d'augmenter juste le volume. Côté Facebook, je vais incliner un moment et un autre les téléphones. Vous allez suivre sur TikTok. Terre Noire, tu es là, mon frère? Ouais, salut Faye, tu vas bien? Ça va, Frangé, ça va, ça va. Judith Ngongo. Malheureusement, tu as invité pour le moment, comme on a dit. Tu as invité maman Judith pour vous poser ma question bien après. Bien après. Parce que ce que tu as dit, et que ça, la mon embrouillement, vous avez ma question bien après. Bonsoir, le commandant. Bonsoir, Castador. Bonsoir. Le temps là, toute sa musique, le temps que invité n'a pas matin. Baninga Misusu, Natina Bango Pelien. Aïe, 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 aïe. C'est chaud, hein. Chers amis, Togotiki et la Bango tenté. Togotiki et la Bango tenté. Bonsoir, Vivi. Bango doit tenter. Voilà. Les jeunes, la jeunesse, vous avez la responsabilité, Nabino. Ouais, président, tu peux envoyer, c'est bon. Hein. C'est bon, hein. Non, mais je suis déjà dedans. Nous, on est déjà là avec Terre Noire. Attends, je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien. Il y a un Kabulaka, s'il vous plaît. Kabulaka, ma vidéo, pour que Batoaso Zelabiso. Vous voyez les appels, Batoaso Zelabiso. Kabulaba lien. Ah, non, faille. Kabulaba lien, s'il vous plaît. Je vais envoyer tout de suite là. Ah, bon, excusez-moi. Hein. Ah, Ngamboto Joya Congo. J'ai envoyé le lien. Au moins, Ngamboto Joya Congo. Ou Ngamboto Joya Congo. Nous autres, c'est là. On a sur ma côte vite fait. Je vais les appeler vite fait. Ngamboto Joya Congo.
Vous partagez. Voilà, je pense qu'ils sont déjà là. Allô, Chris? C'est bon, hein? C'est bon. Donc là, le président d'Esteg avait déjà là, donc on t'attend aussi. Parfait. Ok. C'est bon. Président, on va commencer direct. Hein. On n'a pas vraiment le temps qui va nous M. Soubayaka. Avant qu'il va nous M. Soubayaka, on va nous faire téléphone. Ok, bateau bazana. Na Facebook, YouTube. Baleka bongo subiso en direct. Je vais couper ma caméra ici. Ah, le président là, on te tient en grand caractère. Bonsoir, président. Juste 2 minutes, le temps que Natia, la Congolais, va suivre Yopé, na YouTube, na Facebook. Président, il y a Congo, il y a jeune. Président, il y a Bogar. Bon. Ok, hop. Ok, sur TikTok aussi. Hop. Voilà. Je pense que là, on est bon. Je laisse la balle à Terre Noire. Terre Noire. Allô, Terre Noire. Oui, alors, est-ce que tu m'entends? Parfaitement. Président d'Esteg Gavé, est-ce que tu nous entends? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Gavé. Bonsoir, Terre Noire. J'espère que vous vous portez bien. Ça va très bien. Et bonsoir surtout à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur cette page de notre frère Faye Monama. Ok. Donc, juste pour rappeler aux personnes qui sont donc en bas pour comprendre un peu le principe, l'objectif ici, c'est de traiter de plusieurs sujets sur la situation du Congo. On va aborder un petit peu la question des actualités qu'il y a eu récemment, notamment sur la question des taxes. On va aussi quand même revenir un peu sur la question des terres, parce que c'est important. Mais on va aussi parler surtout aussi de la notion du futur. On est quand même en fin d'année 2024 bientôt. Donc il reste, j'ai envie de dire, à peu près un an et demi pour les prochaines élections de la République du Congo. Et les Congolais sont les premiers à se plaindre de tout. Mais en termes d'organisation, on est toujours champion dans le désordre. Donc c'est aussi important qu'on rebondisse un peu sur ce sujet-là. Mais dans un premier temps, je vais quand même vous laisser vous présenter. C'est important, il y a peut-être des gens qui arrivent sur ce live, qui ont entendu parler de Destin Gavé, qui ne savent pas qui c'est. Comme ça, vous allez pouvoir vous présenter assez rapidement pour les personnes qui vous découvrent aujourd'hui. À vous. Merci, Terre Noire. Bon, je vais le faire de façon succincte. Je suis Monsieur Mélin Destin Gavé Lengo. Je suis congolais de père et de mère. Je suis né le 10 mars 1991 à Lobomo, qui est aujourd'hui appelé Dolisie. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Dolisie, où j'ai obtenu mon bac D en 2010 au lycée Victor Justin Satou. Je suis allé en République démocratique du Congo juste après mon bac, où j'ai eu une maîtrise en sciences et techniques pétrolières, option forage et production du pétrole. Je rentre en 2014 au Congo, je crée l'association des jeunes luttant contre les antivaleurs. Une année plus tard, je suis nommé secrétaire général d'une société forestière, Technique Bois du Niari, où j'exerce en même temps les fonctions de responsable des ressources humaines. J'ai fait 4 ans dans cette boîte. En 2017, la loi qui interdit aux associations de faire de la politique arrive, donc la loi du 12 mai 2017. Je transforme donc le mouvement des jeunes luttant contre les antivaleurs en parti politique, d'où la naissance du mouvement républicain le 7 août 2017 à Dolisie. Je démissionne de mes fonctions de secrétaire général de TBN en 2018 parce que je subissais désormais des pressions au niveau de la société. Je suis recruté en 2019 par la société chinoise pétrolière Winghua à Pointe-Noire, où je suis chef de division en charge de la productivité. En 2020, je perds mon boulot
Et j'exerce donc dans ma petite boîte que j'avais créée en 2015, Jet Service, où je faisais l'exploitation forestière, notamment le sciage artisanal. En 2021, je décide d'accompagner Guy Parfait Kolela à l'élection présidentielle. Je suis nommé représentant du candidat dans les 3 départements du Sud, notamment le Grand Niaré, donc le Niaré, la Boisa et l'Ikoumou. Je suis en même temps désigné comme son porte-parole dans la partie sud du pays. En 2021, nous savons qu'il est parti, et dès qu'il est parti, nous avons continué la lutte. Et donc, j'ai décidé de prendre une inscription à la même école où j'ai étudié auparavant. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire un master en géologie, que je vais terminer en décembre prochain. Et parallèlement, nous menons des activités politiques en tant que chef de parti. Le mouvement républicain est un parti politique d'obédience libérale, membre du réseau libéral africain depuis 2022, membre de l'international libéral depuis 2023. La jeunesse du parti est également membre de la Fédération internationale de la jeunesse libérale, qui est une organisation qui regroupe toutes les grandes organisations de jeunesse des partis libéraux dans le monde entier. Et donc, depuis là, nous menons ce combat, parallèlement avec nos activités privées. Je suis marié, père de 4 enfants, avec ma femme et mes enfants à Brazzaville. Voilà un peu en résumé ce que je pouvais dire sur moi. Très bien. Merci pour cette clarification, c'est important. Alors j'ai déjà bien entendu quelques questions sur ne fût-ce que le parcours pour qu'on essaie bien de comprendre. J'ai quand même entendu quelque chose qui m'a poussé à me poser une question. J'ai cru comprendre que vous avez fait des études sur le pétrole en RDC. Exact. Comment expliquez-vous que le Congo soit un pays gros producteur de pétrole et que la RDC n'en soit quasiment pas, mais que vous ayez besoin d'aller en RDC pour étudier le pétrole? Je veux comprendre ça pour que ça éclaircisse un peu aussi de tous ceux qui nous suivent. C'est ce qui témoigne de la faillance de la gouvernance actuelle, le manque de vision des autorités, sinon du régime actuel. Le Congo fait partie des pays les plus producteurs, notamment le 7e pays producteur du pétrole. Nous avons, comment dirais-je, nous avons 3 milliards de réserves de pétrole brut. Nous occupons donc le 7e rang également parmi ces pays. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucune école de pétrole au Congo. Et si vous voulez faire le pétrole, vous devez aller ailleurs. Donc ça témoigne de la carence de la vision de nos autorités, parce que nous sommes en face des personnes qui ne pensent pas à l'avenir. Ce qui les importe, c'est plutôt voler l'argent du pétrole, parce que, comme on le dit, on ne veut pas que les Congolais se fassent former, parce qu'ils savent que quand les Congolais seront formés dans le domaine du pétrole, ils auront des connaissances requises, ils seront plus regardants, et donc ils sont obligés de ne pas favoriser effectivement la création des écoles pétrolières. C'est une tristesse absolue, parce que la RDC, c'est un pays producteur très mineur, et donc quand nous nous déplaçons pour aller étudier là-bas, vous comprenez par là que parfois les autres ont la vision que nos dirigeants n'ont pas. C'est la seule explication que je peux donner à c'est un manque de vision et manque de perspective, surtout une volonté de nuire, de ne pas vouloir que les Congolais puissent effectivement avoir de la matière dans l'une des richesses les plus importantes, parce qu'aujourd'hui le pétrole contribue à près de 2/3 de notre budget, donc vous comprenez par là que c'est une absence de vision, clairement. Ok, parce que c'est encore d'autant plus scandaleux dans un pays où effectivement le PIB de la République du Congo est majoritairement aujourd'hui généré par les activités du pétrole, que l'on soit obligé d'aller en RDC, un pays qui ne produit quasiment pas de pétrole, pour aller apprendre, quoi. Enfin, j'ai un peu du mal, c'est un peu comme un blanc qui explique à un noir comment être noir, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Alors, une autre question, alors j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui vous êtes en master de géologie, c'est ça? Vous faites un master de géologie, c'est bien ça? Exactement. Il me semble quand même que cette fois-là, à Mariangouabi, il y a bien des formations en géologie. Pourquoi avoir choisi? Est-ce que c'est parce qu'il y avait déjà cette proximité avec l'école par rapport à votre ancienne formation? Non, pas forcément. Il s'agit de la géologie du pétrole, de la géoscience. À Mariangouabi, on fait de la géologie. Pardon. Exactement. On fait de la géologie classique. Or ici, il s'agit effectivement de la géologie pétrolière qui effectivement tient compte des opérations en amont, c'est-à-dire l'exploration dans le sens propre du terme. Et donc, à Mariangouabi, c'est pas ce qu'ils font là-bas.
Oui, la géologie pétrolière, donc c'est plutôt, par exemple, tout ce qui est forage, étudier les terrains et les sols, quoi, si je comprends bien. Exact. Ok, très bien. Donc je vois aussi que Blanchard vient d'arriver, hein, donc l'objectif ici, ça va être justement d'aborder toutes ces questions-là. Blanchard arrivera aussi avec un certain nombre de questions. Mais voilà, moi je souhaiterais qu'on continue un petit peu sur le parcours, parce que avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, il est important qu'on puisse éclaircir certaines choses. J'ai cru comprendre que vous avez commencé à travailler en 2015 ou en 2017. Enfin, si je me suis dit. J'ai commencé à travailler en 2015. J'ai été nommé secrétaire général d'une société forestière, Technique Bois du Niari. Et j'ai fait 3 ans en tant que secrétaire général de cette compagnie. Très bien. Je pose cette question parce que cette question est fondamentale. Vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution de la République du Congo demande à ce que lorsqu'un candidat se prétend, en tout cas veut prétendre à la magistrature suprême, il y a un nombre d'expériences professionnelles, il y a un nombre d'années d'expérience professionnelle qu'il faut avoir. Si je ne dis pas de bêtises, alors... 8 ans d'expérience professionnelle. C'est 10 ans. 8 ans, c'est 8 ans. 8 ans. Donc vous, dans votre cas de figure, effectivement, donc vous rentrez dans les clous. On va pouvoir dire ça. Je pose cette question parce que c'est important aussi hein, que les gens le sachent. Il y a par exemple énormément de personnes qui parfois dans la diaspora ont beaucoup été dans le chômage et qui par le fantasme de se croire dans la diaspora veulent toujours devenir des candidats aux élections présidentielles sans avoir travaillé. Je vais laisser Blanchard se présenter rapidement et puis expliquer aussi. Alors, bonjour Président Gavet, bonjour Faye, bonjour Terre Noire et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour Blanchard. Ouais, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez déjà amorcé, je viens de trouver le train en route. Je préfère que Terre Noire, si rapidement tu peux faire un petit récap comme ça. Est-ce qu'on aborde les sujets pêle-mêle ou bien on avance je vais gérer. Alors, je vais essayer justement d'apporter un petit peu cette organisation. J'expliquais tout à l'heure que dans un premier temps, on va parler un petit peu de l'actualité, hein, ce qu'on a aujourd'hui de manière actuelle. On va revenir aussi sur la question des terres, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est vrai que c'est un sujet, personne n'en parle encore en ce moment, mais sur le papier, pour l'instant, rien n'a été fait. Et ensuite, on rentrera un petit peu sur horizon 2025-2026, d'abord sur le parti de M. Gavet et aussi surtout sur la politique au Congo de manière générale. Donc déjà, Blanchard, est-ce que toi, sur la question des actualités, tu es prêt de ton côté? Tu pourrais déjà prendre le sujet qui est celle de la taxe. Voilà, celui de la taxe. Ouais, effectivement. Ok, quand vous voulez qu'on commence par ça, c'est ce qui brûle aujourd'hui les lèvres des Congolais. Hein. C'est vrai que ça s'est estampé un peu parce que le gouvernement a retiré de façon unilatérale ce texte-là, cette loi qu'ils avaient mis dans le projet de loi des finances. Je pense que ça a été même, la lettre du ministre a été rejetée par la Commission économique des finances pour non-respect de la procédure, un truc comme ça. Alors, M. Gavet, la première question qui me vient à l'esprit, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle et comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez appris cette nouvelle taxe? Bon, il faut dire que, Blanchard, j'étais très indigné. Très indigné parce que j'ai compris que nous étions en face des vautours. Il faut les appeler comme ça. Je l'ai toujours dit que si nous étions dans le monde de la mafia, nous traiterons nos dirigeants des narcotrafiquants. Parce que il est assez scandaleux de voir des gens qui ont lamentablement échoué vouloir à tout prix, coûte que coûte, imposer un fardeau à un peuple qui n'a rien demandé. Je pense que ce jour-là, lorsque j'ai suivi, je suis tombé sur cette projection, sinon cette initiative de taxe de solidarité nationale. Je suis resté très triste et je me suis dit, face à ce genre de situation, il faut pas s'asseoir. Très rapidement, j'ai convoqué une réunion extraordinaire de mon parti ou du bureau politique pour dire cette fois-ci, nous descendrons dans la rue si le gouvernement pense qu'ils vont marcher sur le dos des Congolais. Et lorsque nous avons commencé à avoir une portée médiatique, tant sur le plan national qu'international, vous avez vu que de façon unilatérale, le ministre du Budget a reculé. Le peuple congolais a fait reculer
ce gouvernement qui est rempli aujourd'hui d'incompétence et aujourd'hui que la commission des finances rejette ou pas, ce que nous savons, c'est que cette taxe ne passera pas au Congo. Nous allons cette fois-ci ne pas cautionner, ne pas accepter l'anarchie, la barbarie, parce que nous avons trop assisté ce gouvernement. Cette fois-ci, je pense que les choses doivent aller dans un autre sens. Il faut opposer à ce gouvernement une véritable résistance, et ça, je peux vous rassurer, nous sommes prêts. Et donc, nous avons réagi vigoureusement, heureusement pour ce gouvernement, parce que je pense que s'il devait persister dans cette folie de grandeur, ça devait nous emmener très loin. Et nous osons espérer que prochainement, avant qu'il s'hasarde à prendre des initiatives incongrues, ils doivent réfléchir à deux fois. Parce que ce pays, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Le pétrole congolais, c'est pour tous les Congolais. Ce n'est pas pour une petite élite corrompue composée de 2000 hommes qui pensent qu'ils doivent prendre en otage un peuple. Mais je leur dis que ça ne va pas continuer. Ce peuple commence à prendre conscience, ce peuple commence à gagner en maturité, et je pense que les jours de ce pouvoir sont désormais comptés. Ok, merci M. Gavet. Est-ce que Terre Noire voudrait rebondir ou bien quelqu'un voudrait rebondir? Sinon, je poserai la deuxième question. Alors, je te laisse d'abord poser la deuxième question, ensuite je rebondirai. Ok, M. Gavet, merci. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que les taxes sont-elles mauvaises en soi? Par exemple, cette taxe qu'on a mis, on parle de 100 francs par mois, quelque chose d'insignifiant, hein. 1200 par an, ça ne représente pas grand-chose. Mais pourquoi est-ce que ça crée beaucoup de remous dans la société? Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une taxe de trop ou bien est-elle mauvaise? On dit souvent en termes de fiscalité, trop d'impôts tue l'impôt. Et puis il faut dire, il n'y a rien d'insignifiant, Blanchard. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas s'exprimer dans ce sens. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui passent 3, 4, 5 jours sans manger. Ils n'ont même pas 100 francs CFA pour s'acheter même les beignets. Ce qu'on appelait vulgairement les gâteaux. Il n'y en a pas. Ils n'ont même pas 100 francs CFA pour acheter un verre de riz. Les gens sont de l'extrême pauvreté au Congo. Et on ne peut pas accepter qu'un système qui se nourrit de la corruption, s'alimente de la corruption, vit de la corruption, puisse continuer à arnaquer le peuple. Il n'y a rien d'insignifiant. Ce n'est pas en soi le montant qui nous dérange, même si on sait que le peuple est dans une extrême pauvreté, dans une précarité inouïe. Mais ce qui nous dérange le plus, c'est que ces dirigeants sont baignés dans la corruption indescriptible. Le Congo est l'un des 10 pays les plus corrompus d'Afrique. Et on ne peut pas accepter que des gens qui ont été incapables de gérer des excédents budgétaires liés aux recettes pétrolières, ressources naturelles que Dieu a données à tous les Congolais, puissent aujourd'hui parler de la solidarité. Mais de quelle solidarité il s'agit? On ne peut pas parler de solidarité face à un gouvernement qui n'a jamais soucié du peuple. Face à un gouvernement qui est capable de détourner 160 milliards de francs CFA, alors que cet argent est destiné à construire des unités médicales pour les soins des Congolais. Donc c'est un gouvernement qui assiste à la destruction. C'est un gouvernement qui, on peut dire, à la limite, participe aux assassinats. Parce que les Congolais qui meurent tous les jours par des conditions médiocres dans nos hôpitaux, qui sont d'ailleurs pratiquement tous en grève, si même l'hôpital général Edith Lucie Bongo, par la mémoire que le chef d'État avait pour sa fille, nous savons combien ce dernier porte sa fille, ou bien portait sa fille. Mais si cet hôpital est à 9 mois aujourd'hui, et cet hôpital est en grève aujourd'hui, au cœur du pouvoir, Oyo, vous comprenez que la situation est grave. Donc en soi, ce qui nous a dérangé, ce qui a dérangé le peuple, c'est parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui n'a jamais voulu rendre au peuple le minimum de ce qu'ils ont reçu dans ce pays. Parce que tout ce monde que vous voyez, à commencer par le président Denis Sassou Nguesso, il a été toute sa vie aux frais du contribuable congolais. Il a fait l'école à Mbunda sous les frais du contribuable. Depuis qu'il a commencé sa vie active jusqu'à aujourd'hui, lui et sa famille, ils sont sous la couette
de l'argent du contribuable congolais. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ces personnes agissent aujourd'hui dans une certaine ingratitude vis-à-vis du peuple. Parce que tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont volé des caisses de l'État. Personne n'est né dans une famille richissime, une famille d'industriels. Tous sont devenus multimilliardaires avec l'argent du contribuable congolais, les détournements des deniers publics. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui ne peuvent pas parler de solidarité. Solidarité vis-à-vis de quoi? Regardez l'état de l'école, regardez l'état de l'hôpital, regardez la sécurité sociale, regardez l'environnement. Brazzaville aujourd'hui pue. Alors ils vont parler de quelle solidarité? Donc c'est cette indignation vis-à-vis de la gestion catastrophique et opaque de Denis Sassou Nguesso et son système que le peuple a senti une forme de révolte. Et c'est dire que ce n'est que le début. Parce que le peuple est en train de comprendre les enjeux désormais. Je l'ai toujours dit et je le dis, 41 ans au pouvoir, c'est trop. Il est temps aujourd'hui que nous trouvions des solutions pour que ce pays soit libre. Donc en soi, ce n'est pas le montant qui est insignifiant qui a révolté le peuple congolais, c'est d'abord la dénomination, taxe de solidarité nationale, solidarité vis-à-vis de qui et pourquoi. Et face à cela, le peuple se dit, on ne peut pas accepter l'acceptable, et les voix se sont fait entendre, et aujourd'hui, force est de constater que la victoire revient au peuple. Je suis contre certains individus mal intentionnés, certains acteurs politiques, certains journalistes qui pensent s'accaparer de cette victoire. Non. Nous avons la modestie de dire au sein du mouvement républicain, nous avons joué notre partition, mais nous ne dirons jamais que c'est grâce à nous que le gouvernement a reculé. Le gouvernement a reculé, c'est parce que le peuple congolais s'est levé. Et vous savez, quand le peuple se lève, ce gouvernement recule. Nous parlerons certainement de la question des terres ici, mais vous comprenez déjà que lorsque le peuple a dit non, on a vu la diaspora congolaise de France se lever, on a vu la diaspora congolaise d'Afrique du Sud se lever pour dire non à la cession des terres, non à la vente des terres, oui à l'annulation pure et simple de tous les accords signés avec les Rwandais. Et aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore parler de ça? Parce que même les Rwandais sont rétractés. Donc c'était plutôt le sentiment d'être pris pour le dindon de la famille, d'être pris pour le mouton du quartier, que le peuple a dit cette fois-ci non, nous allons protester. Et heureusement, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Cette voix a été écoutée. Le ministre Ngatse, contre toute attente, a pris une décision unilatérale que nous saluons. Oui, nous saluons cette décision, parce qu'il a compris que grâce à cette taxe, ils pouvaient mettre en péril leur système, leur gouvernance. Et il a pris cette décision que la commission de l'Assemblée nationale, c'est une commission de pacotille, c'est des personnes qui ne foutent absolument rien au Parlement. Ils sont là dans une certaine mutisme absolu et ils vont rejeter, qu'ils rejettent ou non. C'est la volonté du peuple qui va primer. Et eux, s'ils veulent devenir des ennemis de la République, nous allons les traquer de la même façon que nous traquons l'exécutif aujourd'hui. Très bien. Alors, les amis, pour les gens qui sont en bas, je vais vous demander de tapoter, s'il vous plaît. J'ai envie de vous dire que si vous ne tapotez pas, ça ne va pas nous permettre de bien avancer dans l'émission. L'objectif, c'est que beaucoup de personnes arrivent sur ce live, que vous ayez des a priori, que vous ayez un avis sur Destin Gavé. Aujourd'hui, l'objectif, justement, c'est de pouvoir clarifier un certain nombre de choses. On va pouvoir poser un certain nombre de questions sur la vision politique, sur la situation actuelle. Donc, tapoter, pour moi, c'est tout ce qu'on vous demande. Les autres, là-bas, on leur donne des nguéris. Vous, la voix patriotique, on vous demande juste de tapoter. Donc, c'est pas beaucoup. Tapoter, s'il vous plaît, on est encore à 22 cas, c'est pas normal. En tout cas. J'ai une question. Terre Noire, s'il te plaît, Terre Noire. Vous allez continuer, Terre Noire. C'est juste pour ajouter ceci aux Congolais. On a mis le lien pour le frère Rolls, le lieutenant qui a été injustement, qui a eu des problèmes au pays. Là, c'est un cas social. On demande aux Congolais de contribuer pour que Tomé Kabonko aide, parce qu'il dort dans une église. C'est quand même une honte, pas pour l'armée, pas pour le gouvernement, mais pour les Congolais. Le frère dort dans une église. Donc, petit mine à lien, il y a cagnotte. Pour ceux qui peuvent mettre l'argent en anonymat, ça se passe. Si tu veux faire Paye Libre, PayPal, les numéros sont là. Au pays, il y a même le numéro de quelqu'un auquel vous pouvez faire le moment. Tu as raison. Tu as changement, mais tu on n'a pas été. Vous allez voir. Merci, Terre Noire. Merci. Donc, les amis, on tapote, s'il vous plaît. Vous savez de toute façon comment ça se passe. On vous propose d'abord la démocratie. Ceux qui démocratie s'imiter, on passe à la dictature, on bloque les commentaires. Donc, vous avez, pour une fois que vous avez le choix, vraiment. Donc, essayez d'utiliser ce choix-là pour les bonnes choses. J'avais une question, justement. Tiens, pardon, juste. Oui, Blanchard, tu voulais poser une question? Je voulais juste rebondir
rebondir sur ce que M. Gavé disait tout à l'heure. Si j'essaie de comprendre, M. Gavé, est-ce que ça fait révolter le peuple congolais parce que c'est une taxe de trop, ou bien parce que le Congo est en crise? Parce que quand nous regardons un peu le ratio impôt sur le PIB, notamment la pression fiscale au Congo, elle est au-dessous de la moyenne dans la sous-région, donc autour de 8,5%. La moyenne dans la sous-région est de 15%. Donc en réalité, le Congo n'a pas instauré beaucoup de taxes ou n'implique pas beaucoup de taxes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce remous au niveau de la société, c'est à cause de cette crise ou bien c'est une taxe de trop? Non, il faut plutôt dire que c'est dû à un ras-le-bol. Un ras-le-bol généralisé. Généralisé par la situation économique et sociale incertaine et chaotique. Généralisé par la pérennisation des injustices. Généralisé par l'impunité qui règne dans notre pays. Généralisé par les détournements des deniers publics, par le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, le culte de la personnalité. C'est tout ce package qui a fait à ce que le peuple se révolte. Oui, nous n'appliquons pas assez les taxes, etc. Mais nous sommes un pays aujourd'hui où on n'a pas effectivement su diversifier l'économie. Nous sommes un pays où on a cru que lorsqu'on avait le pétrole, lorsqu'on a le pétrole, et on doit donc mettre en veilleuse les autres secteurs. Et donc aujourd'hui, le ras-le-bol, c'est le ras-le-bol qui a poussé aux Congolais de réagir. C'est le trop, c'est trop. Vous comprenez, aujourd'hui, la situation est très insoutenable dans quasiment tous les secteurs. Donc, on est le pays qui applique moins de taxes. Parallèlement, nous avons le pays qui, en termes de fixation des montants douaniers, nous sommes très élevés. Si vous partez au port de Pointe-Noire, par exemple, comparativement au port de Matadi, la RDC qui n'a pas un port en eau profonde, mais quand vous voulez dédouaner une voiture en RDC, comparé avec le dédouanement au port de Pointe-Noire, c'est le jour et la nuit. Ouais, donc, deux fois plus cher qu'à Matadi. Ce pouvoir sait mettre le paquet là où ils savent qu'ils ont le contrôle. Il faut donner aux enfants la gestion du port, il faut donner aux amis la gestion du bois et des mines, etc. Et donc ça fait que le reste, ils se disent, bon, ça on peut supporter. Mais ce que le peuple a manifesté, c'est plutôt le sentiment d'être abusé tout le temps, le sentiment d'être exploité tout le temps, alors que les richesses congolaises, il devrait avoir une égale répartition des richesses, mais malheureusement, nous comprenons que c'est une minorité qui domine sur une quasi-majorité. Et donc, c'est ce qui a poussé le peuple aujourd'hui de dire trop c'est trop, nous ne voulons plus. Ok, merci Terno, tu peux alors rebondir. D'accord, très bien. Alors, donc, M. Gavé, justement, pour revenir un peu à cette question de la taxe, parce que les Congolais sont en train de nous suivre. Continuez à tapoter les amis, s'il vous plaît, 40. Les Congolais sont en train de nous suivre. Ils se disent, mais bon, est-ce que c'est devenu au Congo une manière de toujours copier les Occidentaux? Vous voyez, par exemple, la France aussi est en train de créer un certain nombre de taxes, va aller encore imposer un peu plus les plus riches. Mais comme au Congo, il n'y a pas de riches, tout le monde est pauvre, et même ceux qu'on appelle les riches sont pour la plupart des voleurs, puisque sur papier, ils gagnent peut-être 400 000, mais dans la réalité, c'est peut-être 3 millions qui volent. Comment est-ce que finalement le gouvernement congolais va faire? Parce que s'il cherche à aller imposer, à aller récupérer des taxes quelque part, c'est bien pour combler un déficit. Étant donné que cette option n'a pas fonctionné par rapport au peuple, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont un autre plan finalement pour le faire? Pour combler ce déficit-là en tout cas, oui. C'est parce que nous sommes en face des dirigeants, comme je l'ai dit, vautours. Lorsque un pays est en crise, c'est le b.a.-ba que les économistes enseignent en première année en sciences économiques. Lorsque vous êtes dans un pays où il y a la crise, il y a deux choix à faire. Le premier choix, c'est de vouloir accentuer les taxes, c'est-à-dire créer des nouvelles taxes. Ça, c'est le choix de la facilité, parce qu'on va endosser sur des compagnies, sur des citoyens, etc. Deuxième cas de figure, c'est ce qui est préconisé par la plupart des économistes. C'est la réduction du train de vie de l'État. Et ce choix-là, le gouvernement congolais ne veut pas faire ce choix. Le régime de Brazzaville ne veut pas entendre ce choix.
Et voilà pourquoi nous arrivons aujourd'hui à des arrêts des salaires des ministres, des députés, etc. C'est parce que depuis toujours, les gens n'ont jamais voulu réduire les salaires. Je vais vous prendre un exemple simple. J'étais à Dakar en 2023, lors de l'Assemblée générale du réseau libéral africain. Reçu par un membre du gouvernement dans son cabinet, il était en même temps député. Je lui ai posé la question très simple. J'ai dit, monsieur le ministre, dites-moi, combien gagnent les ministres sénégalais, combien gagne un député sénégalais? Le ministre m'a dit, un député sénégalais gagne 1 million et quelques, à peu près 1,5 million par an. Et un ministre sénégalais gagne à peu près 4 millions, 3 à 4 millions. J'ai fait le même exercice en 2023, février 2023, à Lusaka, en Zambie, en face d'un ministre membre du gouvernement, député également. Là-bas, un député gagne 1,2 million, à peu près 2 000 $. Le ministre, il est à peu près à 2,5 millions. Nous sommes en Zambie. Et de l'autre côté, nous sommes au Sénégal. Mais faites la comparaison avec le Congo. Un député qui gagne 5,7 millions, sans compter les primes de système, sans compter l'argent des descentes parlementaires. Vous avez un ministre, il gagne plus de 10 millions. Il a 2 millions de frais de logement. Il ne paye pas l'eau, il ne paye pas l'électricité, il a les frais de carburant. À cela, il faut ajouter la cupidité et le vote dans le détournement des budgets affectés au ministère. Là, vous allez voir un ministre avec 15 appartements, 15 immeubles, 25 voitures. C'est ça le problème. C'est que ce gouvernement ne veut pas réduire le train de vie de l'État en passant par la réduction drastique des salaires. Il faut diviser les salaires des membres du gouvernement, les ministres, les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs, les conseils chefs de l'État, les conseils. Il faut diviser ces salaires même en 3. Un député peut gagner 2 millions, qu'est-ce que ça fait? Puisque les fonctionnaires les plus mieux payés, qui sont les magistrats, ils sont autour d'1 million. Lorsque vous commencez, à la fin de votre carrière, vous pouvez arriver à 2,5 millions si vous avez des fonctions. Mais qu'est-ce qui fait qu'un député doit gagner 5,7 millions? Voilà pourquoi nous avons dit dans notre programme, nous allons diviser les salaires des députés, les salaires des ministres, des sénateurs. Nous réduirons les effectifs aussi, parce qu'on ne peut pas comprendre un pays comme la France, qui a 67 millions d'habitants, puisse avoir moins de 560 et quelques députés, et un pays comme le Congo avec 6 millions rempli de plein d'étrangers, nous avons 151 parlementaires. C'est trop. Si vous prenez même nos voisins, la RDC, ils ont 500 députés pour une population qui avoisine les 100 millions d'habitants. Mais si vous faites le ratio, vous allez comprendre que le Congo, population députés, mais le ratio est très élevé. Donc je pense que pour eux, étant donné que le peuple ne doit plus accepter l'imposition des taxes futiles, inutiles, pour faire plaisir à une élite corrompue qui a pris ce pays en otage depuis plus de 40 ans, c'est à eux de réduire leur salaire, c'est à eux de réduire le train de vie de l'État. Pour une petite démocratie comme la nôtre, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Au Sénégal, par exemple, j'ai vu le président Macky Sall supprimer le Sénat et il a pris les 10 milliards que le Sénat générait par année pour investir dans l'énergie photovoltaïque. Donc aujourd'hui, il y a ces institutions qui doivent être supprimées, les salaires doivent être réduits, à commencer par le président de la République. On ne connaît pas son salaire. D'aucuns disent qu'il gagne 50 millions, d'autres disent qu'il gagne 100 millions. Mais comment on peut être dans un pays où on ne connaît pas le salaire du chef de l'État? Si vous tapez sur Internet le salaire du président Macron, par exemple, vous aurez la réponse. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui sont payés à la main, qui ne payent pas des impôts, ils sont aux frais généraux et c'est eux qui veulent imposer des taxes à la pauvre population, au peuple congolais qui déjà, dans son quotidien, passe par des moments extrêmement difficiles. Donc nous pensons qu'ils ont la solution. Ils doivent appliquer cette règle, réduire leur salaire, réduire le train de vie de l'État, et je pense qu'ils pourront faire des bénéfices pour combler là où ils veulent arnaquer le peuple. Ok, monsieur Gavet. Donc, nous comprenons par là que le gouvernement doit commencer par réduire le train de vie de l'État. Mais est-ce que, par rapport à la dernière note du Premier ministre qui stipulait que les ministres ne vont plus aller en voyage, disons, en mission de service avec les frais, aux frais de l'État, est-ce que, selon vous, n'êtes pas là, c'est pas là une première mesure pour commencer à réduire le train de vie de l'État? Ah Blanchard, ça c'est de la distraction, pure et simple. Pourquoi je dis que c'est de la distraction? On n'a pas que nous sommes en fin d'année, les budgets sont clôturés. Là, ils vont voter le budget de l'exercice 2025. Ils savent que les caisses sont vides. Donc c'est une mesure populiste
pour essayer de démontrer aux Congolais qu'il y a la volonté de travailler. Il n'y a rien du tout. Ils ont interdit les ministres de voyager. On a vu 2 ministres aller aux États-Unis, à l'Assemblée nationale, pour aller par le FMI. Ngatsé et son acolyte. Non, ils sont allés à 3. Ils sont allés à 3. Le ministre Ngatier, Ingrid et le ministre... Nous avons vu le président de la République en Russie, accompagné de son fils, qui est ministre de la Coopération, le ministre des Affaires étrangères et d'autres membres du gouvernement. Ça, on appelle ça du pipeau. Ça, c'est une façon d'endormir la population. Il faut que le peuple congolais ouvre les yeux. Chez nous, à Dolisie, on dit il faut que il faut miskumunga. Parce que on ne peut plus accepter que le peuple soit bernier. Ça c'est du bernard, ça c'est du n'importe quoi. Non, personne ne va voyager mais ces ministres-là, c'est des grands voleurs. Ils ont suffisamment d'argent. C'est des milliardaires. Tu penses qu'un ministre qui veut voyager, il a besoin de demander la permission. Mais le problème ici, c'est la légitimité qu'il faut accorder à la parole du Premier ministre. Moi, je le dis de façon nette et claire. Je n'accorde plus aucun crédit à la parole de Kone Makosso, parce que pour moi, Kone Makosso est un homme sans parole. Il a dit sur des médias, il a parlé sur les médias internationaux, il a dit sur les médias locaux, non, dans le mars 2023, vous allez voir, les bourses des étudiants seront payées, nous sommes en train de régulariser. C'est du n'importe quoi. C'est un monsieur qui n'a plus de parole aujourd'hui, sa parole ne vaut plus rien. Donc quand il prend une note, ces ministres-là, ils rigolent même quand ils voient ce genre d'amateurisme au sommet de l'État, sous les hautes instructions du chef de l'État. C'est du n'importe quoi. Nous avons l'un des présidents qui voyage le plus au monde. Il passe plus de temps à l'extérieur que dans son pays. S'il n'est pas à l'extérieur, il est à Oyo. Mais vous pensez qu'avec un tel dirigeant, non, soyons sérieux. Ça, c'est du n'importe quoi. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des mesures phares. Et Kone Makosso veut effectivement démontrer aux Congolais qu'il a la volonté d'interdire à ses ministres d'aller voyager n'importe comment alors que les résultats sont piètres et médiocres, qui nous disent que cette mesure ne va pas seulement jusqu'en fin d'année parce que nous sommes à la clôture du budget. Ça c'est le b.a.-ba de l'économie. C'est à partir de l'année prochaine, lors de la mise en œuvre du budget exercice 2025, que cette note-là soit prorogée pour que nous puissions comprendre qu'il y a une petite volonté de réduire la dépense de l'État. Mais sans ça, c'est une perte de temps. Les Congolais ne doivent en aucun cas, d'ailleurs les Congolais n'accordent pas du crédit à cela, ça n'a pas fait réagir les Congolais, parce que le but c'était de faire réagir les Congolais. Mais les Congolais deviennent matures aujourd'hui, ils ne peuvent plus se laisser emporter dans les cochonneries, dans des choses qui ne tiennent pas debout, dans des choses à dormir. Non, aujourd'hui, les Congolais commencent à se réveiller. Voilà pourquoi vous voyez à tout moment le Premier ministre dire ouais, les réseaux sociaux, faites attention, le patriotisme. Quel patriotisme? Non! Aujourd'hui, on veut des actes forts. On veut qu'on puisse traquer ceux qui ont volé. On veut que l'argent des générations futures soit rapatrié. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Une justice efficace pour permettre à ce que tous ceux qui ont volé se retrouvent derrière les barreaux. Sans ça, nous savons que c'est une façon d'endormir les Congolais parce qu'ils savent que nous sommes à 17 mois de l'élection. Donc il faut trouver des stratégies pour essayer de donner une image positive. Non, non c'est non. Nous avons dit 41 ans c'est trop. Denis Sassou Nguesso doit comprendre qu'il a fait son temps, il a lamentablement échoué avec son système, il est temps qu'il ait un autre Congolais capable d'apporter des solutions aux problèmes qui minent notre pays aujourd'hui. On va y arriver. Pour le dernier sujet de l'actualité que je voulais quand même aborder, alors, je vois quand même, M. Gavé, que vous êtes, on peut vous voir, effectivement, il y a bien de l'éclairage, ce qui sous-entend que l'homme qui est aujourd'hui surnommé le Seigneur des Ténèbres a quand même fait son boulot. Pour que vous puissiez là être dans la lumière. Et ça veut bien dire que l'électricité a été potentiellement rétablie. Vous allez nous répondre sur la question, puisque voilà, vous savez maintenant que M. Adou, surnommé par certains le Seigneur des Ténèbres, aujourd'hui peut montrer qu'il est devenu un ange. En tout cas, auprès de Destin Gavé, c'est la lumière que l'on voit. Que pouvez-vous dire par rapport à ça, la situation de l'électricité en République du Congo aujourd'hui? Il faut dire que, je vais rebondir sur Adou, il faut dire, la question de l'électricité, ce n'est pas un problème d'Adou. C'est l'échec cuisant de Denis Sassou Nguesso qui a parlé du boulevard énergétique. Ça, il faut remettre les choses dans le contexte. Si les Congolais n'ont pas d'électricité aujourd'hui, le responsable, c'est Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas à passer par 4 chemins. Il est le responsable de l'échec
aujourd'hui de la situation catastrophique, le manque d'eau, le manque d'électricité, c'est Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il nous a dit, avec le barrage d'Ingoulou, boulevard énergétique, nous voyons combien de milliards, des centaines de milliards ont été dépensés à travers les grands travaux pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ce piètre résultat. Pour moi, l'échec du courant, le manque d'électricité, le manque d'eau au Congo, c'est de la responsabilité directe de Denis Sassou Nguesso. Ne cherchons pas des boucs émissaires. Adou n'est qu'un exécutant. Il a hérité d'une société pourrie. Il a hérité d'une gouvernance énergétique pourrie. En 94, lorsque le ministre Itadi était ministre de l'énergie, on a vu que le taux d'électrification au Congo, à cette époque, on parle ici de 30 ans en arrière, le taux d'électrification au milieu urbain était de 47%. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons presque régressé, sinon bien nous avons avancé peut-être de 2%. Et lorsque vous prenez le taux d'électrification au milieu rural, à cette époque du ministre Itadi, ça tournait autour de 17%. Aujourd'hui, nous sommes toujours à 21%. Vous voyez, en 30 ans, non, laissons les trois autres années de Pascal Lissouba qui a été chassé par un coup d'État, prenant du 25 octobre 1997, date à laquelle Denis Sassou Nguesso a prêté serment, jusqu'aujourd'hui, ça fait 27 ans, il y a eu l'évolution de moins de 5% en zone urbaine et 2% à peu près en zone rurale. Donc c'est pour dire que c'est un véritable échec aujourd'hui. Donc je ne peux pas me réjouir. Le mois dernier, j'ai dépensé près de 150 000 francs CFA en carburant pour alimenter un générateur. Donc je ne peux pas être content aujourd'hui. Ça, ce que vous voyez, c'est bon. Ils essayent, ils coupent là, ils donnent ici, ils coupent ici, ils donnent là. C'est ce qu'ils font d'habitude. Mais il faut voir les dégâts. Il faut voir les dégâts en termes d'appareils, Terre Noire. Mais du coup, non, mais juste pour comprendre, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites que, effectivement, le problème n'est pas Yahadou. Est-ce que Yahadou améliore le travail ou il est en train de l'empirer? Ou est-ce qu'il est en train de garder la courbe là où elle était? Parce qu'on peut aussi remarquer potentiellement une amélioration. Hein. C'est pas parce qu'il y a des problèmes d'électricité que ce soit Yahadou le responsable direct. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une amélioration du service ou plutôt ça empire? Bon, déjà, il faut dire que la qualité du service est piètre. C'est la qualité de l'électricité fournie. Vous n'êtes pas incapable d'alimenter un split, par exemple, parce que le courant, il est bas. Il n'atteint pas les 220 volts. Il faut dire que la qualité du courant, la qualité est piètre, parce que ça grille les appareils, etc. Maintenant, par rapport, il faut avoir la notoriété intellectuelle. Je peux dire aujourd'hui que Adou a peut-être plus ou moins démontré. Il y a eu sabotage entre eux, les agents là-bas, parce qu'ils n'ont pas recruté. Ils ont voulu amputer cela sur le dos de la population. Aucun Congolais sérieux ne peut s'hasarder à aller couper une ligne de haute tension, parce qu'il sait que derrière, c'est la mort. C'est entre eux, les agents, les anciens agents qu'on ne veut pas recruter, qui ont essayé de saboter. Il faut dire, Adou, lors de sa première intervention télévisée, il a donné un délai où ça pouvait s'arranger. C'était autour de 20 à 30 jours. Et il faut dire qu'il a plus ou moins respecter ce délai, plus ou moins. Et on n'est pas allé chercher les techniciens comme à l'époque. On pouvait aller prendre les techniciens de l'autre côté de la RDC, parce qu'avec la cession des terres, la RDC aussi devient un peu réticent vis-à-vis de nous, parce que nous coopérons avec le Rwanda qui agresse à l'est de la RDC. Il allait sortir de leur tanière les anciens travailleurs de cette compagnie, la SNE, les anciens ingénieurs, qui sont revenus au service et ils ont essayé de transmettre la connaissance, parce que vous savez, dans cette compagnie, il y a un véritable problème de management, où il n'y a pas de transmission des connaissances de génération en génération. Et ces vieux-là, ces anciens, ont permis qu'aujourd'hui, les pylônes soient réparés. Ça, il faut souligner, parce qu'il faut dire que la semaine passée, par exemple, Brazzaville était quasiment dans le noir, plus de 80% de la ville était dans le noir, et les familles sont passées par des situations extrêmement difficiles. Mais aujourd'hui, moi, j'étais à l'étranger, je suis rentré hier, je constate que depuis que je suis venu, ça va 30, 40 minutes, 1 heure, ça revient. La qualité est toujours pire comme d'habitude, mais au moins, on peut dire qu'il y a eu une nette amélioration. Par rapport à la situation, maintenant, dire qu'il y a une évolution positive par rapport à la desserte, non, je ne pense pas. Je pense que c'est le pire. Il y a ces quartiers aujourd'hui qui n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'extension, il n'y a rien du tout. Donc la politique énergétique est stagnée, et je l'ai dit, c'est l'échec de Denis Sassou Nguesso. Si les Congolais n'ont pas d'eau, si les Congolais n'ont pas d'électricité, ne cherchez pas des boucs émissaires, c'est Denis Sassou Nguesso le responsable.
Ah, Oui, donc on peut dire aujourd'hui que le Seigneur des Ténèbres est devenu un ange, pour une fois. Blanchard, tu voulais rajouter quelque chose? Je n'ai pas dit qu'il était devenu un ange, j'ai dit qu'il a plus ou moins bien géré la situation parce qu'il a tenu sa parole. Oui. Ok, donc on comprend bien sur la situation de l'électricité. Le grand problème, c'est pas Yadou, mais peut-être il n'a pas assez de moyens pour pouvoir améliorer la situation de l'électricité au Congo. Si nous comprenons bien. C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso. Par rapport à ce qu'il a pu faire en 20 jours, et par rapport à la situation que le Congo a rencontrée là, Brazzaville notamment. Ce qu'on peut dire, c'est que l'échec de l'électricité, c'est l'échec du boulevard énergétique, et cet échec, il faut l'imputer directement à Denis Sassou Nguesso. Ok, moi je voudrais revenir sur les questions financières. C'est vrai, les Congolais nous parlent que de la taxe de 100 francs, hein, mais en réalité, quand on regarde le projet de loi de finances, il n'y a pas que cette taxe de 100 francs. La taxe de 100 francs, ce projet-là, cette taxe-là a été retirée, mais il reste encore une taxe de 10 000, là je suis en train de chercher, je suis devant le projet de loi là. Je crois que ça part de 1 300 à 10 000 francs pour les terminaux, tous ceux qui vont utiliser la connexion 2G, voilà les terminaux numériques, voilà. Mais c'est toujours gardé dans le projet de loi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, parce que le gouvernement nous a vanté l'éclosion numérique, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'évolution numérique au Congo, de l'éclosion numérique? Est-ce que le gouvernement peut encourager les Congolais à utiliser le numérique aujourd'hui en instaurant encore certaines taxes? Blanchard, c'était un camouflet, un véritable camouflet du gouvernement. Pourquoi? Vous avez vu la fiche technique qui a circulé sur les réseaux sociaux, où le directeur général de la RPCE adresse un courrier au Premier ministre pour lui rappeler